Mesdames et messieurs, bonjour. J'espère que tout le monde m'entend bien. Ça a l'air d'être le cas. Mazars, que je représente, est honoré, ravi d'être partenaire du Festival de géopolitique de Gênes pour la 4e année consécutive. Nous sommes, alors je vais être très rapide, une organisation intégrée internationale d'audit et de conseil. Notre activité a commencé au cours de la Deuxième Guerre mondiale. Et comme beaucoup d'organisations de services, nous avons fait le choix d'une intégration de nos activités européennes dans les années 90 et à partir de là, nous avons cherché à conquérir le monde. Alors, naturellement, les problématiques de géopolitique, quand vous êtes dans 74 pays, c'est extrêmement important pour nous et pour notre succès. Aujourd'hui, en tant que partenaire du festival, j'ai le plaisir d'introduire la conférence qui va vous être présentée par Bernard Guetta. Alors, journaliste, éditorialiste, chroniqueur, on ne présente plus Bernard Guetta, dont les chroniques géopolitiques matinales sur France Inter rassemblent chaque jour près de 2 millions de personnes. Alors, prix Albert Londres 1981, Grand Prix de la presse internationale radio 2011, Bernard Guetta est chroniqueur de politique internationale à France Inter, mais aussi Libération et La Repubblica. Grand témoin de la politique internationale, des mouvements du monde, Bernard Guetta a couvert la naissance de Solidarnosc en Pologne, l'Amérique de Reagan et la chute, l'effondrement de l'URSS, du communisme dans l'URSS. Vous avez également dirigé les rédactions de l'Expansion et du Nouvel Observateur. Alors je vais m'arrêter là parce qu'on pourrait continuer encore longtemps. Alors que la question des frontières est aujourd'hui un sujet brûlant et le seul exemple de l'Ukraine nous le rappelle malheureusement chaque jour, nous sommes impatients d'entendre une nouvelle fois en live votre analyse des changements du monde qui nous occupe, qui nous préoccupe parfois. Le thème de votre conférence, le grand retour des frontières, effets et méfaits. Bonjour, merci d'être là aussi nombreux. Je regardais les affiches de ce 7e festival en entrant dans votre école. La question, je crois, est à quoi servent les frontières ? Mais écoutez, elles servent à une chose très simple à comprendre. Elles servent à marquer la limite de votre influence culturelle, politique, économique, religieuse, civilisationnelle, si l'on peut le dire, militaire, bien évidemment aussi. Autant dire que la question des frontières a de tout temps fait l'histoire. Beaucoup de peuples, pour ne pas dire la plupart d'entre eux, en tout cas tous ceux qui en avaient les moyens, étaient obsédés, leurs dirigeants en tout cas, mais pas seulement leurs dirigeants, les peuples en général, étaient obsédés par l'idée d'étendre leur influence. Et à travers leur influence, leur richesse, leur pouvoir, leur domination. De tout temps, avec des effets positifs et naturellement des effets tragiques, pour ne pas dire abominables, un pays a voulu s'étendre au détriment d'un autre, un continent au détriment d'un autre, un empire au détriment d'un autre, une religion au détriment d'une autre. Et puis arrive ce grand tournant, cette grande rupture historique, notamment sur la question des frontières, qu'est la fin de la Deuxième Guerre mondiale. La question des frontières disparaît à ce moment-là. Elle disparaît pour 2 raisons. Premièrement, la volonté du Troisième Reich de s'étendre et de dompter les voisins de l'Allemagne et puis
les voisins des voisins et les voisins des voisins des voisins, avait laissé un tel traumatisme que l'un des fondements principaux de l'Organisation des Nations Unies qui se crée alors est le principe de l'intangibilité des frontières. Il n'est plus question de toucher aux frontières. C'est illégal, c'est péché, c'est haram, dirait-on en arabe. Ça ne se fait plus. Il ne reste en vérité, dans cette période qui s'ouvre et qui sera celle de la guerre froide, il ne reste qu'une seule frontière qui compte. C'est la frontière entre les deux blocs. C'est la frontière dessinée, pour faire simple, à Yalta. Là, les deux grandes zones d'influence soviétique et américaine. C'est si vrai que c'est au moment où l'Union soviétique va rompre ce consensus en envahissant l'Afghanistan, qui n'est pas à l'époque un pays du bloc occidental, qui n'est pas non plus un pays du bloc soviétique, qui est un pays qui appartient à une zone grise, parce qu'il y avait une zone grise entre les deux blocs, constituée de pays dans lesquels chacun des deux blocs avait une influence, avait ses partis, avait ses hommes, ses réseaux, mais dans lesquels aucun des deux blocs n'avait les commandes. C'était le cas de l'Afghanistan. L'Union soviétique envahit l'Afghanistan et déclenche un séisme, un tsunami, dirait-on aujourd'hui, dont les répercussions, nous les vivons jusqu'aujourd'hui. C'est indirectement, mais très rapidement, dans cette crise, de cette crise, que va naître Al-Qaïda et que vont naître beaucoup des mouvements islamistes ou djihadistes actuels. Et puis, je ne dirais pas que ce n'était que de cela, mais va naître quand même de l'Afghanistan, entre autres bien sûr, mais va naître de l'Afghanistan l'effondrement soviétique. Et on arrive à la fin de cette période, durant laquelle, très brièvement à l'échelle de l'histoire, la question des frontières avait été mise entre parenthèses. Dès lors qu'il n'y a plus deux blocs, dès lors que l'évolution intérieure de tel ou tel pays, même relativement important, même véritablement important, n'est plus d'une importance stratégique totale, eh bien, on va voir, à la faveur de ce dégel de la situation internationale, on va voir ressurgir partout, presque partout, la question des frontières. On va la voir ressurgir en Afrique, on va la voir ressurgir au Proche-Orient, on va la voir ressurgir naturellement dans ce qui était et ce qui reste l'ère d'influence russe, plus que soviétique. Je viens d'énumérer, chacun l'aura compris, la crise ukrainienne, mais à laquelle il faudrait accrocher la crise moldave, la crise géorgienne, demain peut-être la crise kazakh, demain peut-être la crise biélorusse. C'est un premier chapitre. Je viens d'énumérer aussi les crises de l'Afrique. La crise qui secoue le Nigeria,
travers les exactions est un mot faible, les barbaries de Boko Haram, crises africaines, évidemment, maliennes, centrafricaines, et demain bien d'autres naturellement. Le Sahel, d'une manière générale. Et puis naturellement les crises du Proche-Orient. Dans chacun de ces 3 chapitres, vous retrouvez la question fondamentale des frontières, c'est-à-dire celle des limites de l'influence religieuse, politique, économique, militaire, etc. À très grands traits, quel est le problème de fond au Mali? Le Mali est un État, comme tous les États issus de la décolonisation africaine, et la décolonisation d'ailleurs d'une manière générale, mais particulièrement en Afrique, est un État artificiel dans lequel le colonisateur avait fait coexister très volontairement des peuples différents. Les Touaregs considèrent qu'ils n'ont rigoureusement rien de commun avec les Africains noirs du sud malien. Les Touaregs du nord Mali considèrent, etc., etc. Les populations proprement arabes du nord Mali, même chose. Centrafrique, une majorité chrétienne, essentiellement catholique, une minorité musulmane, pas très bien traitée, pas forcément maltraitée jusqu'au conflit actuel, mais marginalisée économiquement, socialement, n'ayant pas les commandes, et souffrant de cette situation, et se révoltant contre cette situation. Tous les pays issus de la décolonisation africaine mêlent d'anciens peuples, souvent très anciens, d'anciens peuples africains, dont la plupart d'entre nous, moi compris, maîtrisent mal les noms et l'histoire, mais qui perdurent, qui ont perduré sous la colonisation et qui perdurent, je dirais, dans, voire sous les frontières héritées de la colonisation. Quand on sait que, quand on se rappelle que la traite des Noirs n'aurait pas été possible, ou en tout cas aurait été considérablement plus difficile et de moins d'ampleur, s'il n'y avait pas eu des peuples africains prédateurs d'autres peuples africains qui vendaient aux organisateurs de la traite des hommes, des femmes, des enfants dont ils s'étaient saisis à l'occasion de guerres. Les peuples prédateurs et les peuples victimes de ces prédations, très souvent coexistent aujourd'hui dans de mêmes États. Même si on ne le sait pas, il y a un souvenir, il y a un rapport, il y a une empreinte qui se retrouve d'ailleurs dans les différences sociales, économiques, politiques, etc., etc. Passons au Proche-Orient. Sur les décombres de l'Empire ottoman, les 2 grands empires de l'époque, c'étaient les 2 superpuissances mondiales. Les empires britanniques et français se sont partagés le Proche-Orient à la fin de la Première Guerre mondiale. Ils n'ont eu qu'une obsession, la même qu'en Afrique, diviser pour régner et donc faire coexister au sein de frontières administratives, à l'époque, des peuples, des confessions ou des confessions religieuses qui n'avaient rien à voir entre elles et qui éventuellement étaient adversaires, ennemis dans l'histoire.
c'est comme ça que la mosaïque syrienne, coexistence d'une minorité alaouite, aujourd'hui au pouvoir, enfin, pouvoir bien relatif depuis le début de l'actuelle guerre, mais enfin, au pouvoir, coexiste avec une minorité alaouite qui est une branche du chiisme, coexiste avec une majorité, enfin la domine, une majorité sunnite. Ajoutez à cela des druzes, des chrétiens, de différentes confessions, vous avez la mosaïque syrienne. Ingérable, vous diront beaucoup de gens, pas moi, mais beaucoup de gens, en l'absence d'une dictature, ou en tout cas d'un régime fort. Vous avez déjà, depuis 1975, quelques décennies de guerre civile ouverte ou rampante au Liban, entre chiites, sunnites, chrétiens. Quelle mosaïque de confession chrétienne au Liban, et druzes. Vous avez en Irak une majorité chiite, une minorité sunnite, des Kurdes, très nombreux en Irak. Sous Saddam Hussein, la minorité sunnite était au pouvoir, les minorités kurdes et chiites oppressés, opprimés. Maintenant qu'il y a la règle d'un homme, une voix, eh bien la majorité chiite est au pouvoir, se venge de ces décennies d'oppression sur les sunnites, qu'elle marginalise. C'est de ces deux situations qu'est né l'État islamique, l'organisation État islamique, Daesh. Nous voyons les vidéos atroces que vous connaissez, ces décapitations, ces égorgements insensés. Nous pensons, beaucoup d'entre nous pensent fanatisme religieux. Oui, bien sûr. Ce n'est que l'habit. Le problème, c'est que derrière l'État islamique, vous retrouvez la majorité sunnite de Syrie, la minorité sunnite d'Irak, bref, les sunnites de ces deux pays, non pas tous, bien entendu, mais beaucoup d'entre eux, qui aspirent finalement à quoi? À s'affirmer en État et à dessiner les frontières d'un État sunnite à cheval sur ces deux pays. D'où l'expression de califat. On efface les frontières et on les redessine. On les redessine autour d'un ensemble, d'une identité religieuse. Est-ce une identité religieuse? Est-ce l'identité d'un peuple, d'une communauté? Je ne sais pas quel est le bon mot, mais d'un ensemble sunnite, certainement. Et puis si nous passons maintenant, je surveille l'heure, si nous passons maintenant sur le continent européen, nous trouvons avec quelle force, avec quel éclat, évidemment cette problématique des frontières. L'URSS avait récupéré, après avoir proclamé à ses tout débuts, dans ses toutes premières années, un nouveau printemps des peuples, qui avait notamment donné l'indépendance de la Géorgie, par exemple, avait récupéré les frontières de l'Empire des Tsars. L'Union soviétique, historiquement parlant, avec naturellement d'énormes différences de régime économique et politique, mais l'Union soviétique était la continuité de l'Empire tsariste. L'Union soviétique éclate parce que le communisme comme régime économique et politique s'écroule, et de nouveau, il y a une nouvelle révolution ou une contre-révolution, comme on voudra, un nouveau choc historique,
Et de nouveau, les peuples s'échappent de l'Empire. Et nous avons des États indépendants issus de l'éclatement de l'Union soviétique, de même qu'il y avait eu brièvement des États indépendants issus de l'écroulement de l'Empire tsariste. Nous avons, collectivement parlant, naïvement pensé que le principe de l'intangibilité des frontières pouvait être respecté après la fin de la guerre froide et du partage du monde et des conséquences qu'ils avaient eues. Eh bien non. La Russie a repris des forces et la Russie veut récupérer son empire. Est-ce qu'elle veut reconstituer formellement l'empire des tsars sous la domination de Moscou? Peut-être pas. Mais il y a bien d'autres formes, plus modernes, plus contemporaines, sous lesquelles cela peut se faire. M. Poutine avait pensé à une union douanière entre les peuples, entre les États issus de l'Union soviétique. Et évidemment que le rapprochement de l'Ukraine avec l'Union européenne, rapprochement qui n'était que quoi? Que douanier, lui était totalement insupportable. Et donc il a successivement annexé la Crimée en faisant valoir, comme cela se faisait avant la guerre froide, avant la Deuxième Guerre mondiale, ou au début de la Deuxième Guerre mondiale, avec l'affaire des Sudètes, que la Crimée était évidemment russe. Bon, historiquement, ce n'est pas faux. Je ne sais même pas pourquoi j'utilise cet understatement. Historiquement, c'est vrai. On peut dire, en remontant plus haut dans l'histoire, que la Crimée est incontestablement tatare ou que la Crimée est incontestablement ottomane, puisqu'elle a été tout cela successivement. Mais enfin, dans les temps récents, dans l'histoire moderne, oui, la Crimée était incontestablement russe. Est-ce que les régions orientales de l'Ukraine sont incontestablement russes? Ça commence à se discuter beaucoup plus. Mais il y a des arguments à faire valoir. On y parle beaucoup plus le russe que l'ukrainien. C'est vrai, c'est un fait. Il y a toujours eu dans l'histoire une Ukraine orientale et une Ukraine occidentale. L'Ukraine occidentale, l'église de l'Ukraine occidentale, comme par hasard, était une église uniate, c'est-à-dire rattachée au Vatican, rattachée à Rome. Pour M. Poutine, il est absolument évident, naturel, vital, considère-t-il, de reconstituer l'ère d'influence russe sous la domination, la protection, choisissez votre mot, qu'importe, sous Moscou. Et nous retrouvons évidemment là la question des frontières. Parce que parle-t-on au Kazakhstan? Quelle est la langue véhiculaire? Le russe. Que parle-t-on en Géorgie? S'il y a un Géorgien dans la salle, il va m'assommer. On parle le géorgien, incontestablement, beaucoup plus que l'on ne parle l'ukrainien en Ukraine. Mais le russe reste une langue très très présente, formidablement présente. Dans toutes les anciennes républiques soviétiques, la marque culturelle de la Russie reste incroyablement forte. Et de même que la capitale culturelle, je prends encore des risques, de l'Algérie reste Paris. La capitale culturelle la ville lumière, en tout cas, de
toutes, pas les Baltes, bien sûr, à l'exception des Baltes, de toutes les anciennes républiques soviétiques, reste Moscou, qui est une New York, qui est la New York de l'Est, une ville multiculturelle, vibrante, pleine d'embouteillages, une vie culturelle foisonnante, y compris aujourd'hui, à l'heure du grand retour de la censure, etc. Mais Moscou reste une ville lumière, passionnante. Face à ces questions de frontières, le monde, les institutions internationales, les grandes capitales, les chancelleries, comme on disait au XIXe siècle, c'est-à-dire les diplomaties, sont profondément démunis. On ne sait plus comment prendre cette patate chaude. Et on ne le sait plus pourquoi. Parce que, à part les gens qui ont des revendications fortes, les sunnites au Proche-Orient, mais aussi l'Iran et les chiites du Proche-Orient, qui veulent prendre leur revanche contre la majorité sunnite, puisque le Proche-Orient est majoritairement, d'une manière écrasante, sunnite, et que les chiites y ont toujours été maltraités. Les chiites veulent aujourd'hui prendre une revanche historique et affirmer quoi? Les frontières d'une ère d'influence chiite. On ne sait pas, en bon français, dealer avec cela. Parce qu'en vérité, le seul moyen de... Comment on dit en français dealer? Le seul moyen de jouer, pardon? De gérer cela, voilà, allez, disons, de gérer cela. Le seul moyen de gérer cela, enfin c'est une bien mauvaise gestion, mais bon, bref, c'est la guerre. Et les plus sages des historiens vous diront, et bien que je ne sois ni sage ni historien, je vous dirai la même chose, que le Proche-Orient est entré dans une guerre de 30 ans, ou plus vraisemblablement 100 ans, autour de la redéfinition de ses frontières, c'est-à-dire de l'étendue de ses aires d'influence. Là, on ne sait pas. Regardez les capitales occidentales devant la crise proche-orientale, elles ne savent pas quoi faire. Regardez les capitales européennes et Washington devant la crise ukrainienne, hier devant la crise géorgienne, demain devant la crise kazakhe. Ils ne savent pas. Pourquoi nous ne savons pas? Parce que nous, dans les démocraties occidentales, nous avons perdu l'habitude, non pas de la guerre, mais de la guerre sur les frontières. On ne sait pas. On ne sait plus. Et puis, quand les guerres ne sont pas, ou plus, des guerres économiques, mais des guerres de frontières, c'est-à-dire de zones d'influence, eh bien, il faut forcément, quand on est à l'extérieur, mais formidablement concernés par les crises en question. Nous, Européens de l'Union européenne, nous sommes formidablement concernés par la crise ukrainienne, qui menace notre stabilité économique, mais aussi politique, mais aussi éventuellement militaire, On ne sait pas faire, bien que ça nous concerne directement. Et on ne sait pas beaucoup mieux faire, encore moins bien d'ailleurs, au Proche-Orient, devant ce grand affrontement sunnite-chiite, qui est le fond du chaos proche-oriental aujourd'hui, car il faut, je vous le disais à l'instant, mais j'insiste là-dessus, oublier l'habit religieux. Ce n'est qu'un habit. Par parenthèse, de la même manière, ou largement, que pendant nos guerres de religion à nous, Européens, entre protestants et catholiques, il y avait évidemment
et évidemment de manière dominante, bien au-delà de la question religieuse, une bataille d'influence entre les puissances européennes. Alors il faudrait prendre position pour les chiites, pour les sunnites. Au nom de quoi? Plutôt pour les chiites ou plutôt pour les sunnites? Eh bien, on voit se reconstituer, parce que la prééminence de la question des frontières, on le sait dans l'histoire, s'accompagne de jeux d'influence, et je joue les uns contre les autres pour préserver mon influence, ma sécurité, ou les deux. Les Américains sont plutôt tentés aujourd'hui de jouer les chiites à travers l'Iran, s'ils arrivent à un compromis sur la question du nucléaire iranien. C'est pas prouvé, mais c'est possible. Les Européens, en tout cas la France, sont nettement plus tentés aujourd'hui de jouer les sunnites, ne serait-ce que parce que les Américains sont tentés de jouer les chiites. Bienvenue dans l'histoire ancienne. Bienvenue dans l'histoire ancienne, dont nous connaissons les chaos, les flots de sang liés à cette question que nous avions oubliée, celle des frontières. Ben, je vous remercie. Je crois qu'il y a des questions maintenant. Enfin, en tout cas, c'était prévu. Là, je crois que nous sommes tous enivrés par ce merveilleux voyage que vous nous avez proposé à travers le temps d'une part, mais l'espace aussi. Et donc je suis certain que ça va susciter un certain nombre de questions. Bonjour. Bonjour. Que voulez-vous dire exactement par les États-Unis jouent la carte chiite? J'ai plutôt l'impression que c'est le contraire, notamment à travers les pétromonarchies et À travers les monarchies du Golfe qui sont toutes sunnites. Et pour l'instant, toutes les forces chiites dans la région sont plus ou moins anti-américaines, le Hezbollah jusqu'à l'Iran. Donc je voulais juste une précision par rapport à cette déclaration de votre part. Merci. L'histoire va vite, monsieur. Ce que vous dites était parfaitement juste, ou aurait été parfaitement juste il y a encore 2 ans, peut-être même 18 mois. Ça l'est beaucoup moins. Aujourd'hui, je vous le répète, les Américains, pourvu, et ça n'est pas prouvé, ça se jouera dans les 10 jours qui viennent, pourvu qu'ils arrivent à un compromis sur la question nucléaire avec l'Iran, sont formidablement tentés de jouer la carte iranienne, et donc, par ricochet, pas directement, par assentiment tacite. C'est un paradoxe, notamment du Hezbollah. Pourquoi est-ce que les Américains sont tentés, non pas de jouer la carte du Hezbollah, mais de jouer la carte de l'Iran? Le Hezbollah ne serait qu'un side effect, comme on dit en bon français. Ben, je vais vous dire, pour d'excellentes raisons. Quel est aujourd'hui l'État le plus solide au Proche-Orient? De loin, si l'on exclut la Turquie et Israël, de loin l'Iran. De très loin. Beaucoup plus qu'aucune des pétromonarchies du Golfe, notamment l'Arabie saoudite. Quel est le pays, si l'on exclut à nouveau la Turquie et Israël, quel est le pays dont le niveau culturel universitaire est le plus élevé et même spectaculairement élevé? L'Iran.
quel est le pays, je vais vous surprendre, mais où la condition de la femme a le plus évolué, si l'on accepte la Turquie et Israël? L'Iran. Car sous le voile, aux deux sens, enfin au sens premier et imagé de l'expression, sous le voile, les femmes ont pris un formidable pouvoir en Iran, notamment par le biais de leur accession aux études universitaires. Chaque année, les femmes sont plus nombreuses et de plus en plus nombreuses à entrer à l'université que les garçons, les hommes. Vous seriez surpris, mais vous trouvez à la tête d'entreprises en Iran un nombre croissant de femmes, y compris dans les conseils d'administration d'entreprises importantes. Vous en trouvez énormément dans la fonction publique, dans l'enseignement, cela va de soi. Et un fait résume tout. Le taux de natalité en Iran est grosso modo celui de la France. Cela signifie que les femmes ont pris le pouvoir dans le couple. Car, je ne vais pas vous l'apprendre, c'est un domaine un peu étranger à la géopolitique, encore que d'ailleurs, voilà bien la preuve, la régulation des naissances, c'est les femmes qui décident. Le voile tombe, c'est-à-dire le régime évolue un tant soit peu. Vous allez découvrir, nous allons découvrir, un pays d'une modernité absolument stupéfiante. Ce pays a des forces armées considérables. Ce pays a des richesses virtuelles, potentielles aujourd'hui, mais considérables aussi. Il est tout à fait raisonnable de tabler pour la stabilité du Proche-Orient sur l'Iran, où je me corrige, cela n'a rien de déraisonnable. Et les Américains n'étant pas plus stupides que d'autres, contrairement à tout ce que des gens stupides peuvent croire, ne sont plus loin de faire ce calcul. Ils n'ont plus guère envie de tabler sur les monarchies du Golfe pour deux raisons. Premièrement, ils ont moins besoin de leur pétrole, donc ils sont moins dépendants des monarchies du Golfe. Et deuxièmement, ils ont des ambassades fortes dans ces pays, et ils voient bien le potentiel d'instabilité gigantesque qu'il y a aujourd'hui en Arabie Saoudite ou dans les Émirats, mais particulièrement en Arabie Saoudite, c'est-à-dire le plus grand des pays du Golfe de loin. Là, ici, là devant, là. Je ne sais pas où elle est. Ah, pardon. Allô ? Oui, on va toujours chercher loin. Oui, c'est pas la peine. Moi, j'ai quand même l'impression que la question des frontières, c'est la conséquence et c'est pas la cause. Et je pense que les frontières, enfin, vous avez mis en avant un certain nombre de problèmes qui, effectivement, aujourd'hui s'expriment autour des frontières, mais je pense que les frontières sont remontées à la surface, notamment en Europe, au moment de la chute des idéologies. Oui. J'ai dit autre chose. Non, oui. Non, mais vous avez dit qu'on était désarmé, effectivement, en Europe par rapport à la question des frontières. Effectivement, et pour cause, parce que vous, comme moi, sommes particulièrement européens, le projet européen, c'est de supprimer les frontières. De les dépasser, je dirais. Eh ben, c'est de les dépasser, enfin, de garder éventuellement des frontières. Il y a une vaste question. Enfin, je veux dire, la question turque est une question... parce qu'on a beaucoup parlé de l'Ukraine à ces jours-ci ici, mais
peu finalement, alors qu'à mon avis, il faudrait effectivement... Si je peux vous interrompre, je vous rejoins complètement sur ce point. Nous sommes d'autant plus dépassés face au retour de la question des frontières, nous sommes d'autant plus dépassés dans l'Union européenne que notre projet est absolument contraire. Notre projet est effectivement de dépasser nos frontières nationales. Mais regardez ce qui s'est passé au moment de l'éclatement de la fédération de Yougoslavie. Le réflexe culturel des Européens a été de dire, brièvement, pendant les quelques mois où il n'était pas encore évident que la fédération allait éclater, a été de dire, mais enfin comment il faut préserver la fédération, certes faire évoluer son régime politique, économique, mais la préserver. Bon, ce n'était pas possible. Ça n'a pas été possible. Dommage d'ailleurs. Enfin, bon, ça n'a pas été possible. Le deuxième réflexe des Européens, et des Américains d'ailleurs, a été de dire, il faut transformer les frontières intérieures de la fédération en frontières internationales. Parce que comment? Quelle horreur, cette idée de la grande Serbie, de la grande Croatie, mais au contraire, il faut le multiculturalisme. Sauf que personne n'en voulait là-bas. Sauf que personne n'en voulait. Et c'est parce que nous n'avons pas compris, nous occidentaux, et particulièrement les Européens, que les Balkans voulaient passer exactement comme nous au XIXe, par l'affirmation d'États-nations pour pouvoir un jour dépasser ses frontières, mais voulait passer par l'affirmation d'États-nations, d'États identitaires. Que la guerre de Yougoslavie a duré 10 ans. Nous aurions bien mieux fait. C'est un point de vue très difficile à défendre. C'est le mien. Je vous le présente. Nous aurions bien mieux fait d'accepter l'idée de la Grande Croatie, de la Grande Serbie et évidemment de la Grande Albanie. Nous ne l'avons pas fait pour des raisons culturelles, parce que nous étions totalement démunis devant la résurgence d'une problématique des frontières et que nous ne savions pas gérer cela. Ça, encore une fois, je crains que ça n'ait coûté 10 années de guerre inutile. Parce que, écoutez, au 19e, qu'est-ce qu'il y avait de plus beau, et à juste titre d'ailleurs, que la revendication de l'unité italienne, de l'unité allemande? C'était un mouvement absolument progressiste, considéré comme tel, en tout cas à l'époque. Tous les progressistes étaient pour l'unité italienne. Tous les progressistes étaient pour l'indépendance de la Grèce face au monstrueux empire ottoman, qui n'était pas du tout monstrueux d'ailleurs, mais enfin bon, c'est une autre question. Mais il y a des différences culturelles qui font qu'aujourd'hui, l'État-nation n'a pas bonne presse. C'est... écoutez, à mes yeux, parce qu'on parle politique, là. On parle politique. C'est un débat politique. Ce sont des débats politiques. À mes yeux, oui, l'État-nation, en tout cas, je l'espère, est dépassé dans le cadre, ou est en voie de dépassement, ou devrait l'être dans le cadre de l'Union européenne. Mais tous les peuples n'ont pas eu la même évolution historique que nous. Si l'Allemagne peut envisager aujourd'hui un dépassement dans l'Union, c'est parce que l'unité allemande existe depuis déjà plus d'un siècle. Si nous le pouvons, nous Français, c'est parce que la France existe depuis beaucoup plus longtemps. Et si les Italiens le peuvent, c'est parce que l'unité italienne aura bientôt plus de 150 ans. Je ne sais pas de quand l'a datée l'unité italienne, c'est pour ça que j'ai hésité. Mais on peut prendre plusieurs dates. Bref. Mais en tout cas, 150 ans.
c'est pas la même chose, ce n'était pas la même chose dans les Balkans dans les années 90, ce n'est certainement pas la même chose au Proche-Orient, ce n'est certainement pas la même chose en Afrique noire. Quel est l'État le plus stable en Afrique du Nord? Celui, mais bien sûr. Et pourquoi? Alors, si un représentant du Palais Royal était là, il vous dirait grâce à la sagesse de la monarchie. Bien sûr, Votre Majesté. Mais au-delà de la sagesse de la monarchie, c'est parce que le Maroc est un État indépendant qui n'avait jamais été colonisé avant le protectorat français, et même le protectorat français n'était pas, formellement parlant, une colonisation, puisque la monarchie subsistait et que le souverain marocain restait responsable des citoyens, ou des sujets plus exactement, marocains. C'est pour petit rappel historique, mais très intéressant. C'est comme ça que les Juifs marocains n'ont jamais été concernés par les lois de Vichy. Parce que Mohamed V a dit à l'époque, écoutez, les Juifs français, moi je n'y peux rien, mais mes Juifs, ils sont à moi, et vous n'y touchez pas. Et donc, le protectorat n'était pas seulement un artifice. Il était fondamentalement différent de la colonisation de l'Algérie. On a le temps pour une troisième question ou... Oui. 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 Alors on la prend. Laurent Chamontin. Voilà. Donc, j'aime bien votre conclusion. Bienvenue dans l'histoire ancienne. J'espère qu'elle va inciter beaucoup. Je ne sais pas où vous êtes, excusez-moi. Je suis là. Ah, pardon, voilà. Merci. Donc, j'aime bien votre conclusion qui, j'espère qu'elle va inciter beaucoup de jeunes gens à étudier l'histoire de la guerre de 30 ans. Bienvenue dans l'histoire ancienne. Bon, je ne peux pas m'empêcher de relever qu'elle est tout à fait provocatrice. Et d'ailleurs, votre commentaire sur l'Iran le montre, c'est-à-dire qu'il y a aussi d'autres dimensions de la politique internationale aujourd'hui. Il y a la question du développement et de la modernisation, qui est quelque chose sur lequel on peut agir et qu'on peut promouvoir. Voilà, il y a la dimension de l'interdépendance. Toutes ces dimensions-là n'existaient pas pendant la guerre de 30 ans. Hein. L'interdépendance entre la Russie, l'Ukraine et l'Europe à cause des tuyaux du gaz. Pas à cause des tuyaux du gaz, mais à cause de beaucoup d'autres choses. Oui, mais pas au même niveau. Pas au même niveau, je suis d'accord. Pas au même niveau, quand même. Oui. Donc, d'accord. Bon, encore une fois, moi je considère que c'est une conclusion très, très réussie, très provocatrice, mais justement, c'est peut-être en la remettant en cause qu'il faut essayer de penser autre chose, en particulier la question du soutien à la modernisation est quelque chose d'essentiel dans la mesure où ça permettrait de focaliser les énergies vers quelque chose de positif plutôt que vers les errements du type Daesh. Bienvenue dans les difficultés. Je ne les ignore pas. Mais je vous encourage. Je ne les ignore pas, mais... Encore un petit peu de temps ou pas? S'il vous plaît, une petite question, mais peut-être un peu abstraite. Au moment où on parle beaucoup de frontières géopolitiques, il me semble que les États sont-ils à la hauteur de traiter ce que j'appellerais des frontières poreuses? Nous sommes quand même passés d'une période holocène à anthropocène. Et aucune solution souveraine n'existe pour apporter des solutions à ce problème qui génère, d'après l'ONU, les morts pour des raisons climatiques, c'est l'équivalent de la moitié de la Première Guerre mondiale. Chaque année, la dernière année, 3 600 000 morts pour des raisons climatiques. Et 3 200 milliards de dollars non compris dans les différents coûts. Ce qui fait que ce problème s'aggrave de plus en plus et nous mène à une impasse un peu globale, parce que ce n'est pas les frontières qui vont résoudre ça, par rapport aux générations futures. Alors moi, par rapport à ce côté historique que vous rappelez des frontières, par ailleurs respectable, moi j'aime bien un écrivain qui dit que le passé est imprévisible. C'est assez paradoxal, mais c'est très vrai. Comment les frontières à venir vont-elles affronter
ces frontières poreuses? Vous, quand vous suivez un peu les évolutions mondiales, est-ce qu'on a des sérieux au sein des États pour réellement traiter, moi, ce problème qui me paraît le plus urgent? Alors, je ressens le besoin de lever un malentendu possible. Je ne suis pas un défenseur des frontières. Pas du tout. Je constate leur retour. Et je le constate en m'en désolant, en m'en inquiétant. Mais je ne crois pas qu'à s'en inquiéter, s'en désoler, nous éviterons ce retour. Ce retour est là. Les frontières ne résoudront bien évidemment aucun des grands problèmes que nous aurons à affronter dans les décennies à venir, et notamment celui du changement climatique. Bien évidemment pas. Mais je ne voudrais pas être prophète de malheur, mais si les changements climatiques ont des conséquences aussi catastrophiques que tant de gens aussi sérieux le prédisent, les régions qui seront plus ou moins protégées des conséquences de ce changement climatique, vous allez voir à quelle vitesse elles vont ériger des frontières et les défendre. Et quand je dis des frontières, ce n'est pas des postes frontaliers, c'est des murs. Face à la grande épidémie de peste, on a construit le mur de la peste. Face à des dizaines ou des centaines de millions d'émigrés climatiques, que fera-t-on? Je crois que la réponse est dans la question. Je crains que la réponse ne soit dans la question. Et encore une fois, je préférerais que l'on s'attelât à résoudre ces questions, si on le peut, encore, climatiques, qu'à se résigner à la perspective de frontières armées entre les malheureux qui ne pourront plus vivre dans des zones de sécheresse et d'autres qui pourront encore se nourrir. Mais je ne vous dirai pas que je suis optimiste à cet égard. Encore une question, s'il y a le temps? On a juste le temps pour une dernière question et une réponse tout aussi concise. Merci. Comment analysez-vous les frontières entre Israël et la Palestine? Une réponse il nous concise. reste 4 heures, c'est cela? Il reste environ 2 minutes. Comment analysez-vous les frontières? Je n'analyse pas les frontières. Je constate qu'il y a 2 peuples qui se disputent une même terre depuis 1947, et en vérité un petit peu avant. Que ce conflit nous montre toute l'actualité de la question des frontières. Que ce n'est pas par hasard qu'il y a aujourd'hui un mur entre ces 2 peuples. Cela renvoie à tout ce que j'ai essayé de vous dire précédemment. Mais pour terminer sur une note optimiste, ou prudemment optimiste, il n'est pas absolument prouvé que la coalition de droite israélienne soit reconduite mardi prochain. Cela reste le plus probable, ce n'est plus absolument certain. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Guetta. Merci beaucoup, Monsieur Pouget.